Aujourd'hui, en partenariat avec la revue Disruption, la revue libre d'août, partie 3. Salut Noah, Bonsoir tu vas Gauthier, bien? ça va bien et toi? Bah écoute, ça va mieux que l'état de notre planète, de ce qu'on va voir dans les petites nouvelles. De l'état de notre pays sans doute, même si on n'en parlera pas beaucoup, on va jeter un voile pudique sur les soubresauts pour tenter de créer un gouvernement. Et Effectivement, parce que il y a des soubresauts tragiques, ceux dont on va parler aujourd'hui, et puis des soubresauts tragicomiques, ceux qui touchent la France. effectivement, on n'a pas trop de nouvelles en ce moment pour la France, à part effectivement la fin des Jeux Olympiques, que l'on traitera de manière globale les Jeux Olympiques dans une émission à venir, mais pas tout de suite. Et le retour du feuilleton qui sera le Premier ministre ou la Première ministre, grand, grand mystère, hein, même si le nom de quand même, malgré tout, de Bernard Cazeneuve semble de plus en plus se démarquer, heu, mais ne nous hâtons pas trop. On attend parce que là, tu me dis ça sans préparation. J'étais même pas au courant quand j'avais pas suivi l'actualité. J'ai failli faire un infarctus tellement je suis excité par la perspective. Oh, mais le Moi, retour j'étais de la à Hollande, Xavier Bertrand, tu comprends, donc c'était un petit peu ennuyeux. Mais là, Bernard Cazeneuve, il y a tous les horizons qui s'ouvrent. Il y a la musique de Star Wars qui peut s'enclencher. c'est quand même un petit peu plus sexy, Bernard Cazeneuve que Xavier Bertrand, même si c'est pas le top non plus, on va se l'avouer, hein. Bon, Bon, allez, on donc va parler d'un on sexe symbole qui, lui, on peut dire, est un petit peu l'idéal masculin en 2024, le Premier ministre anglais, Keir Starmer. Et Keir Starmer, Keir Starmer, Starmer, toujours voilà, du bon, mal. bref, le type qui a géré les émeutes qui touchent le Royaume-Uni depuis quelques semaines. C'est ça. Donc, les manifestations slash émeutes au Royaume-Uni se poursuivent, depuis la tragique affaire, de l'attaque de Southport. Et donc on avait parlé la dernière fois de ce fameux élu, travailliste, donc Ricky Jones ou Ricky Jones, hein, si on prononce à la française, qui avait appelé à, égorger les fascistes, à la suite de la diffusion assez massive quand même de la vidéo, où on le voit appeler à cela. Il a été, suspendu, de ses fonctions et arrêté. Donc il sera vraisemblablement jugé, dans on ne sait pas combien de temps, mais on peut, espérer, que la justice britannique fera son travail. Heu, Tout comme elle a l'air de tourner plutôt à bon régime, hein, pour, bah, tous ceux qui, contreviennent à l'ordre qui tente d'être maintenu tant bien que mal par justement les forces de police, britanniques. Au 14 de ce mois-ci, on était déjà sur plus de 1000 arrestations effectuées, plus de 500 inculpations en cours et plus de 70 peines de prison prononcées qui étaient, très majoritairement des peines de prison ferme, heu et pas que à l'encontre, du profil, type, que l'on peut imaginer, pour faire des émeutes, tout ça, c'est-à-dire des personnes jeunes, ce genre de choses. Il y avait, on a aussi des personnes plus âgées et des personnes très jeunes, mais pour des, chefs d'inculpation qui sont très variés. Alors j'en ai sélectionné 4. On a entre autres donc, parmi le classique, des inculpations pour propos incitant à la haine raciale, bon dans le cadre d'émeutes qui, sont qualifiées de xénophobes, islamophobes, donc qui sont de protestations contre l'immigration massive non contrôlée au Royaume-Uni, ça paraît logique. On a notamment un jeune homme de 26 ans qui, après avoir, écrit un tweet, a été, arrêté et jugé. Il a plaidé coupable, heu et il a été condamné à 3 ans de prison ferme et 2 mois. Ça rigole pas. Heu, ah non, non, ça rigole pas, surtout que celui-ci avait, écrit son tweet pour démontrer à ses amis: «Non mais les gars, je paraphrase, hein: «Regardez les gars, moi je suis vraiment un nobody, il va rien m'arriver, ça risque que dalle». Famous last words, comme on dit.
Ah, absolument, ouais, là, la justice britannique, elle a fait, «Non, non, 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 tu pas personne, enfin, si, tu personne, mais tu vas quand même être puni». Parce que, bah, le juge a estimé qu'il fallait, une peine exemplaire, parce que ses propos pouvaient encourager d'autres propos de la sorte. D'ailleurs, il a même lui-même affirmé, bon, à voir quelle valeur on apporte à ses propos, que lui-même justement, regrettait ses propos, qu'il s'est senti, certains de ses propos l'ont fait passer pour un con, et il n'en pensait pas moins. Il a aussi parlé du fait que beaucoup Enfin, d'informations il n'en pensait fausses. pas plus, parce que s'il n'en Oui, oui, pensait oui, pas pardon, il n'en plus, pensait pas c'est plus. ce révélateur. C'est pas moi, Lapsus. monsieur le juge, c'est mon dark side qui s'est exprimé pendant que je C'est dormais. c'est ça, j'ai 2 côtés en moi, l'un est bon et l'autre est raciste. Heu et hem, C'est quand même un heu peu facile comme excuse, hein. Effectivement. Mais il a aussi dit qu'il y avait beaucoup d'informations, fausses, contradictoires qui circulaient sur internet et que c'était un peu difficile de s'y retrouver. Ce serait vraiment quelqu'un qui est assez proche des milieux, on va dire de la droite ou à la rigueur de la droite alternative peut-être britannique. Comme Heu, quoi, on pourrait dire, comme, sur internet, il y a plein d'informations contradictoires qui circulent, il faudrait aller dans la rue pour observer les faits. Sauf que le gouvernement vient de faire passer une loi disant qu'un badaud, qui s'attarderait sur les lieux pourrait être inculpé. C'est ballot quand exactement. même. Ah exactement, faut pas traîner dans les manifestations. Faut Il y pas a pas traîner faut sur internet, C'est ça. Faut pas c'est traîner dans les manifestations, qui partent en violence. Même si toi-même tu en as pas commis. Si tu as Même si tu as pas commis de violence, tu étais dans une manifestation où il y a eu de la violence, tu peux te faire, ennuyer par la justice. mmh. On a aussi, donc eu le cas d'une collégienne de 13 ans, qui, s'est retrouvée au tribunal parce qu'elle était avec des gens qui ont donné des coups de pied contre la porte d'entrée d'un hôtel où logeaient des migrants, hein, ce fameux cas d'hôtel qui héberge des migrants. Donc j'imagine qu'elle a dû être inculpée pour dégradation de biens privés, hein, quelque chose comme ça. Enfin, ça doit quand même être chaud quand même pour une gamine de 13 ans, de se retrouver face à un juge, bah, pour des coups de pied dans une porte. Mmh. C'est, Bah, on la sent la que la main lourde, hein. au 19e siècle, on disait que l'ordre régnait à Varsovie après, chaque répression violente de soulèvement national. Là, on peut dire l'ordre règne à Londres. Ah bah, Ça a l'air de pas rigoler. Enfin, je sais pas si ça règle encore, mais le gouvernement fait tout pour. ouais, Faut c'est ça, ça pas rigole pas. faut Et pas lui reprocher. pour finir là-dessus, on a aussi, un jeune homme de 19 ans qui a été condamné à 16 mois, 16 mois dans un établissement pour, jeunes délinquants, après avoir lancé des œufs sur les forces de l'ordre. C'est pas bien méchant, mais ça reste quand même techniquement une attaque contre les forces de l'ordre. Donc 16 mois dans un centre de rétention pour mineurs ou un truc comme ça. Ah bon, chaud. Et le ce qui m'a le plus choqué avec la collégienne, un retraité, je n'ai malheureusement pas réussi à trouver son âge, mais c'est un ancien cheminot qui a fait 42 ans dans le chemin de fer, qui, a, provoqué, et insulté les forces de l'ordre. Alors de couillon, connard ou con, je ne sais pas, parce que, le propos était censuré et il leur aurait dit justement qu'ils ne sont plus des Britanniques, et aurait repris des slogans, potentiellement islamophobes, quoi que l'on attache à l'islamophobie, en questionnant, qui est Allah bordel? Bonne question s'il en est, hein. Et il a été, malgré le fait qu'il doit s'occuper de sa femme, qui, de mémoire a besoin d'un accompagnement, du fait de son état de santé, il a quand même été condamné à 18 mois de prison, heu, quand bien même il a exprimé que, il regrettait, et qu'il n'avait participé à au enfin, de fait, il n'avait participé à aucune violence, il a juste tenu les propos qu'il ne fallait pas devant les forces de l'ordre. Après, si je puis me permettre sur, donc tous ces exemples, qui c'est vrai que c'est des exemples qui montrent qu'il y a la main lourde. Il faut toujours se méfier de l'effet un peu grossissant des réseaux sociaux, puisque dans une répression, il y a toujours des peines qui peuvent paraître disproportionnées et ça peut être l'arbre qui cache la forêt. Mmh.
Donc là-dessus, méfions-nous quand même de l'effet grossissant où on voit des choses où on se dit quand même c'est un peu exagéré. Ça ne veut pas dire que l'ensemble des condamnations sont comme ça. Et c'est Oui. vrai que être présent au mauvais endroit au mauvais moment, ça peut toujours amener dans des situations compliquées. Ouais, tout à fait. Mais comme je l'ai C'est dit tout le de problème c'est tout le problème un peu de l'événement extrême en micro-histoire. Où parfois, les historiens, je pense à Alain Corbin, quand ils prennent des événements extrêmes, ils les utilisent pour dire ils sont une caricature de ce qui est en train de se passer. Ou alors, au contraire, il y en a d'autres qui disent nous, ce qui nous intéresse, c'est la masse des événements, et les événements extrêmes sont un petit peu comment dire, des anomalies, des bugs dans la matrice. Et Mmh. ça, c'est quelque chose qu'un historien avec le recul peut analyser. Nous, avec les réseaux sociaux, on a le nez dans le guidon des événements extrêmes. Il est trop dur pour dire si ça représente une véritable tendance ou si c'est pas juste, évidemment, les choses choquantes qui vont bénéficier d'une surexposition sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Bah, la seule tendance qui semble se dégager, c'est que quand même la majorité des peines, heu, prononcées sont de la prison ferme. Donc ce qui démontre, quelle que soit la longueur des peines tout de même, qu'il y a une certaine volonté de fermeté, pléonasme. Mais on est quand même sur 1000 arrestations, sur plus de 1000 arrestations, 500 inculpations pour l'instant 70 jugements. Effectivement, on est, qu'au début de ces procédures. Est-ce qu'il y en aura ne serait-ce que la moitié qui vont aboutir? C'est pas sûr. Évidemment, c'est toujours en cours. Oui. Eh bien, écoute, je tire mon chapeau à la justice anglaise qui a l'air de fonctionner beaucoup mieux que la justice polonaise. Et ça nous amène au prochain thème, puisque l'Allemagne, suite à une enquête sur le sabotage de Nord Stream, donc on rappelle que Nord Stream, c'était Nord Stream 2, non? Nord Stream 2, oui, pardon, Nord Stream Mmh. 2, qui était donc le conduit amenant le gaz de la Russie à l'Allemagne, qui avait été mis en place au début des années 2000, sous l'impulsion du chancelier Schröder, à la fin des années 90, et qui en fait avait créé un partenariat énergétique privilégié entre l'Allemagne et la Russie, qui avait été la clé du renouveau industriel allemand, parallèlement aux lois Hartz IV qui avaient baissé le coût de la main-d'œuvre, puisque ça avait donné un avantage compétitif extrêmement important à l'industrie allemande. Et donc, les Polonais avaient toujours été très réticents à ce Nord Stream 2, parce que, évidemment, pour eux, c'était une sorte d'alliance germano-russe qui leur rappelait dans leur imaginaire collectif Les bons le pacte de souvenirs. non-agression de 1939, et qu'en gros, c'était aussi une marque de l'Allemagne de passer outre la solidarité européenne, et notamment la politique énergétique européenne qui était balbutiante au début des années 2000, pour trouver une source d'approvisionnement privilégiée en gaz russe selon ses intérêts souverains. Et alors, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que à l'occasion de la guerre en Ukraine, eh bien, il y a eu un sabotage de Nord Stream Dès 2 très tôt dans le conflit, hein, très très tôt dans le dans le conflit. premier mois, je crois, Et alors, le concert international a immédiatement accusé la Russie d'avoir saboté Nord Stream 2. alors que Alors moi, ça n'avait aucun sens, de penser que c'était la Russie. non, moi je suis pas d'accord. Mon boulanger, quand il fabrique du pain, s'il sabote la camionnette qui va livrer son pain, c'est manifestement totalement logique. Du moins, c'est ce que pensait la presse occidentale en accusant la Russie d'avoir saboté son gagne-pain, justement, avec Nord Stream 2. Donc là-dessus, bon, évidemment, toute personne qui se posait la question de savoir si ça ne serait pas notamment des pays rivaux de la Russie, qui seraient favorables à l'Ukraine, peut-être liés à l'OTAN, qui auraient piloté ce sabotage, étaient manifestement des agents du Kremlin. Donc on ne les a pas écoutés. Et l'année dernière, eh bien, un journaliste américain blanchi sous le harnais, Seymour Hersh, qui avait notamment connu la célébrité en dénonçant les crimes américains
dans les guerres en Asie à l'occasion de la guerre froide, avait Oui, sorti un papier. il a eu un prix de journalisme, Ah oui, oui, non. c'est vraiment, c'est un petit peu le soleil du journalisme d'investigation en matière de géopolitique, c'est Seymour Hersh, dans les années 70, 60. Et là, il avait sorti toute vieillesse est un naufrage, bien sûr, un article accusant l'OTAN et les Américains d'avoir participé au sabotage de Nord Stream 2. Alors, immédiatement, on avait sorti des arguments pour le contrer, notamment, alors l'argument qu'on avait trouvé, c'est qu'étant né en 1937, c'est plus sous garantie à cette époque, que certainement il était devenu gâteux, que c'était bien sûr ridicule et tout, et que de toute façon, les enquêtes des pays limitrophes ne donnaient rien. Et c'est vrai que 2 pays scandinaves ont enquêté sur le Danemark et la Suède, si je me rappelle bien, Mmh. ont enquêté et sont arrivés à un non-lieu. Et en Allemagne, eh bien, l'enquête a débouché sur un mandat d'arrêt contre un Ukrainien, donc lié plus ou moins au service de renseignement, et qui vivait à Varsovie. Et Ah, donc, un Ukrainien. Bon, déjà, alors, il y a une personne, c'est déjà ça. un Ukrainien et 2 personnes également ukrainiennes qui l'auraient aidé. C'est à partir d'une camionnette qui se promenait dans les environs et là-dessus, on a C'est remonté le fil. co pardon? Enfin, excuse-moi, mais le sabotage de Nord Stream 2 a été fait sous la Bal enfin, dans la Baltique, pas sur terre. Comment, avec une camionnette, Bah, tu sabotes tu peux avoir des plongeurs, hein. un oléoduc? C'est Ouais, quand on a fait sauter le Rainbow Warrior, on était bien parti d'une base terrestre, hein. Bon, ouais, mais enfin, il faut quand même avoir du bon matos, pour aller faire péter, un oléoduc, enfin, oui, c'est ça, bah, il a je sais plus, il avait explosé ou il y avait, enfin, ça mmh c'est quand mh. même pas à la portée de n'importe qui, mais bon, si les services, de renseignement ukrainiens sont liés, on peut supposer qu'il y a les moyens derrière. Bah, oui, on peut supposer, mais on supposera sans doute longtemps parce que les Allemands ont demandé, cette personne. La justice polonaise avait 60 jours pour, répondre et elle n'a pas répondu. Et donc entre-temps, la personne a disparu dans la nature et pourquoi tu te marres? Moi, je trouve que Mais je c'est me marre pas! Je me marre pas, je suis juste désespéré. C'est je me prends la tête courage dans la au main. désespoir. Oui, donc voilà. Donc c'est moi, je trouve ça assez fascinant. Et puis alors, surtout l'article du Monde, qui n'est pas resté très longtemps en une, vaut son pesant de cacahuètes. Puisque autant on a le style Monde, suspicion, ou alors méfiance, ou alors accusation, procès d'intention, et on a aussi le type d'article du Monde damage control, et on a Oui, l'article du mais Monde face à la réalité qui est tellement atroce, qui est juste de j'écris ça le plus rapidement possible et j'éteins la lumière après avant de me barrer. Voilà, et on peut dire que l'article sur cet Ukrainien, donc que la justice allemande recherche, appartient à la dernière catégorie, c'est-à-dire, bon, je ne vais pas réussir à déverser mon fiel, je ne vais pas réussir à faire du damage control, donc c'est un petit peu comme le dîner avec belle-mère à Noël. Je vais essayer que ça se passe le plus rapidement possible et je vais l'écrire en serrant les fesses et en me mordant les dents. ouais, donc on serait bien sur, pas comme, je me souviens qu'il y avait eu l'hypothèse que ce soit justement les Britanniques ou les Suédois qui soient impliqués, mais du coup, ce serait bien un coup, ce serait bien quelque chose des services ukrainiens directement. Dans un sens, c'est ce qu'il y a de plus logique, mais enfin, je Après, me permets de douter qu'ils aient fait ça tout seuls. Après, de toute façon, le principe, moi, ce que je trouve qui est plus intéressant, qui l'a fait, Qui l'a dans les commandité? services de renseignement, c'est tout, ça sera c'est nébuleux, c'est difficile de le savoir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi en Allemagne, l'enquête est allée plus loin que dans les autres pays.
Parce qu'il faut quand même se rappeler que l'économie allemande est en récession. Enfin, oui, je pense qu'elle est en récession officiellement, enfin, Bah, durant elle la est pas en Weimar. très bonne forme, en ce moment. Ouais. La guerre en Ukraine, après 2 ans, commence à prendre son obole. Mmh. Et il faut jamais oublier qu'en Allemagne, c'est peut-être la différence avec la France, le patronat industriel a son mot à dire à un moment, Ah, parce qu'en fait, il dans existe la encore? conduite du pays. C'est la grosse différence avec l'Angleterre, où le patronat industriel n'a jamais réussi, par exemple, à s'imposer contre les intérêts financiers qui dominaient dans l'empire colonial. C'est l'échec de la Tariff Reform Campaign dès avant la Première Guerre mondiale. En France, j'ose même pas en parler de l'incapacité des patrons industriels à s'imposer face au capital financier dans les 40 dernières années. En Allemagne, c'est pas le cas. Et je pense que certains commencent à avoir mal au porte-monnaie Mmh. et que l'Allemagne est un petit peu dans une position où évidemment ils ne peuvent pas, condamner la guerre en Ukraine et ils ne peuvent pas siffler la fin de la création parce qu'ils sont dans le bateau de l'ensemble des puissances européaines Ils et ont pas les moyens, enfin, ils n'en ont pas les moyens, personne ne peut le faire. mais qu'il doit y avoir des dents qui commencent à grincer un petit peu. Mmh. Et là-dessus, quand on voit la question, alors c'est quelque chose que j'ai découvert cette dernière semaine. C'est assez rigolo comment de plus en plus on parle de pourparlers. On Mmh. parle même d'inviter les Russes au pourparlers de paix, ce qui pour moi est mind-blowing quand même. Quand Incroyable. il y a une Non guerre, mais d'inviter tout le monde à attends, la table. c'est quoi cette idée de merde, d'inviter les 2 opposants d'une guerre à négocier autour d'une même table? C'est complètement Mmh. con. Et là-dessus, moi je trouve que la percée, on se comprend, hein, l'empiètement ukrainien dans la région de Koursk, Mmh. où on commence à dire ouais, mais c'est pour une monnaie d'échange. Bah, ça semble indiquer quand même qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et que tout ça, la pression doit quand même sacrément Mmh. augmenter chez les Ukrainiens. Alors, je donne également une dédicace aux journalistes du Monde qui faisaient le live où il disait oui, oui, alors selon les Ukrainiens, évidemment, c'est toujours selon les Ukrainiens, ils ont conquis 1000 km² en Russie. Et là, il y a un internaute qui lui a demandé et combien les Russes possèdent de territoire en Ukraine. Parce que bargaining chip, machin truc, donc on va échanger les territoires. Et là, le journaliste du Monde a répondu depuis, je sais pas, janvier, ils ont progressé de 1000 km². En gros, c'est kiff-kiff. Sauf qu'un autre internaute est revenu à la charge et a dit oui, non, mais on ne demande pas la progression depuis janvier, on demande de manière générale. Et là, évidemment, on est de l'ordre de dizaines de milliers de kilomètres carrés. Oui. Voilà, donc on voit que le jeton de négociation que les Ukrainiens essayent de placer, c'est peut-être plus en fait en réaction à cette montée des pressions pour arriver à des pourparlers et créer un narratif. On a l'impression qu'on essaye de créer un narratif pour préparer quand même peut-être des pourparlers et que du coup, il y a un angle d'attaque qui permet à certains de ruer un peu plus dans les brancards qui ne l'ont fait depuis le début de la guerre. Le valeureux, baroud d'honneur, il me semble que je l'avais déjà dit, mais enfin, moi, ça me rappelle, ça m'évoque vraiment le comportement, enfin, qu'on attribue typiquement à une bête acculée, qui, va avoir tendance à se débattre dans tous les sens et à être plus dangereuse, que, Mmh. une qui a une possibilité de fuite. Bon, alors, on va pas dire que l'Ukraine est non plus menacée de disparition, mais, Bah, ouais, elle risque là, quand même je pense qu'ils vont de payer un perdre prix lourd, beaucoup. Oui, non, mais malheureusement. i Et ce que j'ai pas l'Ukraine en tant compris que non nation, enfin, en tant qu'État, heu, risque vraiment juste de devenir un État failli, mmh, parce que, bah, il y a trop de population qui est partie, qui n'a pas forcément envie de revenir. Il y a toute une partie du pays, avec des industries qui sont, bah, maintenant entre les mains des Russes et qui sont, du point de vue russe, officiellement rattachées à la Fédération de Russie, hein, les mmh. oblasts de Kherson et de Zaporijia, je crois. Hem, ouais, oui, si je dis pas de bêtises. En plus de Donetsk et de Lugansk.
Et une partie du territoire aussi qui est dévastée, le réseau électrique ukrainien qui est au tas. Enfin, quand bien Ouais. même la guerre se L'hiver finirait, arrive. oui, c'est ça. Il faudrait au moins une décennie, et encore au moins, euh, au pays pour se relever, s'il a la perspective de se relever. Parce qu'évidemment, on parle aussi de la possession des terres par des étrangers en Ukraine, coucou les États-Unis, Oui. qui Et là est une puis, autre problématique. il y a une autre question, là encore rapidement, moi, qui m'interpelle beaucoup dans cette offensive ukrainienne à Koursk, c'est qu'on nous expliquait depuis des mois que les Ukrainiens commençaient à manquer d'hommes et que vraiment les Russes étaient en surnombre et que c'est pour ça que malgré la C'est le vaillance cas. des Ukrainiens, ils commençaient à plier. Et là, brutalement, une offensive, c'est coûteux en hommes, par définition. Là, ils ont trouvé des hommes pour faire l'offensive, et du coup, ça va forcer les Russes à, en fait, ne plus avoir d'hommes en Ukraine parce qu'ils vont devoir revenir et tout. Et là-dessus, moi, j'ai du mal à comprendre. En fait, alors, je ne suis pas expert militaire, je crois qu'en plus, c'est encore trop tôt pour se prononcer sur cette offensive. Mais comment, quand on est acculé à un manque d'hommes chronique qu'on a vu avec le recrutement de plus en plus intransigeant qui est pratiqué par l'Ukraine, Mm. face à un ennemi supérieur en nombre, comment on peut se permettre une offensive qui, a hormis un coup d'éclat pour créer un narratif? Alors, je vais partager mes lectures pour le coup, après tout c'est pour ça qu'on est là. Euh, des images qu'on a vues, il semblerait que ce soit vraiment des troupes qui ont été formées par des instructeurs de l'OTAN, notamment des Français, avec du matériel de l'OTAN, et que c'est vraisemblablement en fait les unités, enfin des unités mobiles de l'armée ukrainienne qui, dans l'état actuel en fait du front, ils peuvent pas faire grand chose. Tout comme les unités mobiles russes, hein, les chars, Mmh. les BMP, tout ça, ils sont pas super utilisés parce que c'est des grosses cibles et que ça peut coûter très cher très vite. Là, vu que c'était une opération, une attaque surprise, euh, une incursion, attaque surprise, qu'importe comment on l'appelle, ils ont pu, j'imagine, se permettre d'utiliser ces corps mobiles pour avancer loin. Et en plus, ils devaient ne pas servir à trop à grand chose, en plus d'avoir fini potentiellement leur formation auprès des instructeurs occidentaux. Le petit problème, c'est que les Russes, apparemment, n'ont pas dégarni, enfin, n'ont pas fait bouger des troupes d'ailleurs, et que les troupes qui se trouvent face aux Ukrainiens dans la région de Koursk étaient déjà présentes dans la région ou non loin. Ce qui fait que Mmh. ça risque de ne pas avoir trop d'impact sur le front en général. Et ça ressemble vraiment à une espèce de baroud d'honneur. On essaye de faire quelque chose, mais moi, je sais pas si je l'ai dit la dernière fois, mais j'ai surtout peur en fait que ça coûte très cher à l'Ukraine et aux Ukrainiens d'avoir tenté une incursion en Russie, parce que ça ne s'était, enfin, il y avait cette espèce de non-dit, d'accord tacite, que les Russes n'attaquaient pas sur toute la frontière ukrainienne, mais que les Ukrainiens, du coup, n'attaquaient pas non plus sur la frontière russe, hormis là où les Russes attaquaient. Et là, ils ont cassé ce statu quo. Bon, je ne pense pas que les Russes vont se lancer dans une attaque de grande ampleur sur toute la frontière ukrainienne, ce serait particulièrement complexe, euh, surtout qu'ils avancent déjà bien là où ils sont, mais on peut s'attendre quand même à une réponse assez musclée de la part de la Russie Mmh. contre l'Ukraine. Oui. Bah, écoute, en tout cas, à suivre, et on va passer à l'autre théâtre des opérations actuelles, à Israël et la Palestine. Exactement. Donc, en ce moment, dans le contexte toujours d'après les coups d'éclat d'Israël contre les têtes du Hamas, hein, Israël qui a réussi à décapiter le Hamas de sa tête civile, enfin civile, politique et militaire, notamment la tête politique qui se trouvait au nord de Téhéran, donc qui a été frappée à la fois par piège dans l'appartement et missile sur sa tête. Au moins, on est sûr qu'il est mort, le machin. Euh, on n'est jamais trop prudent. Hein. Mmh. Eh bien, on, à peu près tout le monde
s'attendait à une réaction de la part de l'Iran, hein, parce que son territoire a quand même directement été frappé, au-delà des quelques missiles qui ont été renvoyés à la suite de la mort du chef politique du Hamas. On a eu tout un tas de tractations et tout ça avec l'Arabie Saoudite qui a dit qu'elle n'autoriserait pas le passage des forces, de missiles et tout ça dans son espace aérien de la part de l'Iran. La Jordanie a, je crois, déclaré qu'elle défendrait son espace aérien, une espèce de quasi-déclaration de C'est solidarité rigolo quand même contre parce que l'Iran. c'est toujours les mêmes pays, on retrouve toujours les mêmes pays depuis 1967 qui évidemment ne soutiennent pas Israël, mais quand même sont toujours là au beau moment. Et Contre le l'Iran, hein. lien de la Jordanie avec l'Angleterre est le privilégié, et le lien de l'Arabie saoudite avec les États-Unis depuis le pacte de Quincy en 1945 n'est sans doute qu'un pur hasard. Surtout l'animosité vis-à-vis des chiites et de, peut-être pas forcément tant des chiites, mais du caractère militant vraiment de la République islamique d'Iran. Oui, Mais du ça joue coup, aussi. ouais, ça. Mais C'est quand même marrant, c'est toujours les deux mêmes qui renaclent. oui, oui, depuis 73, oui. Et du coup, dans ce contexte-là où on s'attend toujours, j'imagine, à une réponse iranienne qui quand même se fait attendre, eh bien, les États-Unis ont approuvé la vente à Israël de près de 20 milliards de dollars d'équipements militaires, dont 19 sur ces 20 milliards sont des F-15 Eagle, donc des chasseurs multirôles avec plusieurs versions et tout ça. Donc pour quand même 19 milliards, ça doit faire pas mal d'avions. Et le reste, à peu près 1 milliard, on va dire, c'est de l'équipement terrestre pour des véhicules, donc qui vont vraisemblablement être utilisés soit contre le Hezbollah au Liban, si jamais intervention terrestre il y a, ou dans les combats actuels à Gaza contre le Hamas. Et alors, on a d'ailleurs le Hamas qui a annoncé donc que selon leurs estimations, 40 000 personnes, 40 000 Palestiniens avaient perdu la vie depuis octobre. Mm. Et donc, là encore, la participation du Hamas aux tentatives de pourparlers, aux tentatives diplomatiques, du coup, en est compromise. On voit qu'on n'est pas près d'arriver à un règlement du conflit, même si c'est vrai que l'Iran devait frapper dans la semaine, Mm. et que pour l'instant, comme tu le dis, ça n'a pas eu lieu. Mm. Sachant que si je me rappelle bien, la semaine en Iran commence le mardi. Donc ça leur laisse un peu plus de marge. Ouais, mais dans tous les cas, le délai est passé, je pense. Mais effectivement, Ça, c'est dangereux de dire ça sur Internet. Je ne sais pas ce qui se passera demain. effectivement, on ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait. Mais moi, j'en étais resté sur le fait que le gouvernement israélien était vraiment motivé à nettoyer Gaza du Hamas. Donc, je pense pas que le gouvernement israélien sera prêt à une quelconque négociation avec le Hamas. Ils vont vraiment essayer de les détruire, de les pourchasser à peu près partout. Plus ou moins au mépris. J'imagine qu'ils essayent quand même de limiter la casse, mais que s'il y a des civils palestiniens qui y passent, bon, c'est un mal nécessaire. Après tout, c'est la guerre, hein, de ce point de vue-là, ils n'ont pas tort. Mais du point de vue international, effectivement, c'est très critiquable parce que ça reste quand même des gens qui meurent, qui sont blessés. Voilà, c'est comme ça la guerre, quoi. Se battre au milieu de civils, qui plus est dans un contexte urbain, c'est toujours dégueulasse. Et c'est vraiment la pire forme de guerre. Et justement, en rapport avec cette pire forme de guerre et les forces israéliennes, on aurait justement les forces israéliennes, donc de Tsahal, qui est le nom de l'armée israélienne, qui utiliseraient, ce sont diverses sources qui parlent de ça, des civils gazaouis comme boucliers humains pour inspecter des bâtiments et des tunnels, les fameux tunnels qui vont sous la bande de Gaza du Hamas. Donc là-dessus, ça pourrait... Bon, c'est toujours très moyen d'utiliser des boucliers humains, quelle que soit la situation, mais
petite touche d'originalité, ces boucliers humains seraient justement habillés en soldats de Tsahal. Ce qui fait qu'ils seraient, enfin, ce serait littéralement des boucliers de chair destinés à prendre le feu, de la part des combattants du Hamas. Donc c'est très sympathique, hein, le combat rapproché. On voit vraiment, enfin, ce qui est frappant avec ce conflit, c'est à quel point on a une mise en scène de la théorie de l'escalade des conflits chez Clausewitz, avec la violence qui entraîne la violence, qui entraîne la violence, et on ne sait pas où ça va s'arrêter. Oui. C'est quand même assez effrayant. Surtout qu'on est de part et d'autre dans un paradigme où, alors c'est pas qu'on considère, enfin pas majoritairement en tout cas, c'est pas qu'on considère l'autre, enfin l'opposant comme un animal, mais on en est On ne le quand même considère pas pas loin. comme un adversaire, ça c'est très Enfin, clair. on est Donc, quand même pas loin, hein. C'est pas la guerre en dentelle, hein, si l'expression est bonne pour parler du ouais. XVIIIe siècle. Mais ouais, c'est une guerre très sale. C'est parce que c'est une guerre urbaine, mais c'est aussi de la contre-insurrection et de la lutte antiterroriste. Il y a vraiment le pire de ce que la guerre moderne fait pour produire le drame actuel qui accourt à Gaza, pour tous les partis. Et dans ce joyeux contexte, hein, de guerre, on a un ministre israélien, donc le ministre, oui c'est ça, Itamar Ben Gvir, ou Gevir, qui s'est rendu, il y a quelques jours, sur la fameuse esplanade des mosquées où il y a le fameux C'était dôme du totalement Rocher. nécessaire, effectivement, dans le contexte actuel, c'était le truc à faire pour désamorcer l'escalade. Ah, effectivement. Non, mais on va dire c'est un énième pied de nez, c'est un énième doigt d'honneur en mode regardez, c'est nous qui avons le contrôle de la zone, on vous emmerde. Et cette visite du ministre en compagnie d'environ 3000 personnes sur l'esplanade des mosquées, c'est quand même tenu dans le contexte de la commémoration ou fête, je ne sais plus exactement, Tisha B'Av, qui en fait commémore la destruction des 2 temples de Jérusalem. Et étant donné que l'esplanade des mosquées est sur les ruines du 2e temple, c'est quand même une certaine logique qu'ils s'y rendent. Mais le petit problème, c'est que l'esplanade des mosquées est censée être alors accessible aux non-musulmans sur certains horaires spécifiques et qu'il est interdit pour eux d'y prier. Bon, de fait, vu que ce sont les Israéliens qui administrent la zone, ils s'en foutent un petit peu, surtout quand c'est un ministre en personne qui y va. Et du coup, on a eu environ, comme je l'ai évoqué, 3000 personnes qui s'y sont rendues, qui ont prié, dont certaines qui ont dansé dans le cadre festif. J'imagine qu'ils ont fait la danse de Rabbi Jacob. Non, bon, blague à part, je ne sais pas, mais il paraît qu'il y en a qui ont dansé. Voilà. Et on a une énième, un énième pied de nez. Ça me rappelle un peu la manœuvre qu'avait fait, je ne sais plus si c'était Ariel Sharon, après, dans le contexte des accords d'Oslo ou quelque chose comme ça. Non, c'était après les accords d'Oslo. L'événement qui a déclenché, je crois, la première intifada, qui avait été perçue par les Palestiniens comme une provocation, parce qu'il y avait eu quelque chose, encore une fois, lié à l'esplanade des mosquées, parce que, évidemment, Jérusalem, ça peut pas être une pauvre ville normale, hein. Non, il faut que ce soit un lieu saint pour les juifs, les musulmans et les chrétiens. Comme ça, tout le monde la veut, et du coup, l'ambiance, elle y est géniale. Voilà. Et en plus, les Israéliens disent que c'est leur capitale. Magnifique. Quel joyeux bordel. Voilà, donc de le contexte de guerre, un doigt d'honneur supplémentaire. Regardez, c'est nous qui avons le contrôle. On vous emmerde. Bon j'ai envie de dire c'est pas grand chose autre que insultant, mais bon, ça joue pas en faveur d'un apaisement, hein. On va dire que c'est pas très très sympa. Et puis, toujours, alors une autre zone, mais où la question de l'apaisement est compliquée,
c'est en Corée du Sud. Mais là-dessus, c'est pas dans le cadre d'une guerre, mais c'est plus dans le cas de la mémoire du conflit en fait avec le Japon, puisque les commémorations officielles donc de la comment dire les de la capitulation commémorations japonaise. officielles du 15 août qui doivent commémorer justement la, La la fin capitulation. de la colonisation japonaise, et c'est la fête de l'indépendance de la Corée du Sud, sont entachées parce que le président donc conservateur, Yoon Suk-yeol, a nommé un historien qui ne fait pas l'unanimité, notamment qui est condamné par les associations qui sont les associations héritières de la mémoire de la résistance coréenne à l'occupation japonaise avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, Soutenu aussi, je crois, par une partie de l'opposition de gauche. oui, et donc il y a clairement ici un jeu d'opposition entre la gauche et la droite. Mmh. Alors, d'où est-ce que ça vient? C'est qu'en réalité, la polémique vient que il y a un courant révisionniste en Corée du Sud qui considère que la colonisation japonaise et l'occupation japonaise a été d'une certaine manière un accélérateur de la modernisation de la Corée. Ah, je connais cette théorie. Oui, voilà. Alors que, et donc, cela voudrait donner comme date officielle de l'indépendance de la Corée du Sud, enfin de la Corée, mais de la Corée du Sud de facto, eh bien la fin de l'occupation japonaise et de la Seconde Guerre mondiale. Alors que d'autres considèrent que la Corée préexistait à cette colonisation japonaise et donc veulent donner comme date bien, un événement qui a eu lieu au tout début du XXe siècle, au moment où justement des résistants coréens ont, dans l'enclave française, euh, et, et bien déclaré l'indépendance du pays. Donc en fait, c'est la question de quand est-ce que la Corée a commencé à se former dans la modernité. Ouais. Et la question en toile de fond, c'est là où on voit que la mémoire historique a toujours un impact politique, c'est le rapprochement avec le Japon. Parce que dans un contexte dont, à mon avis, on devrait parler de plus en plus souvent, dans un contexte de remilitarisation de l'Asie, eh bien, le Japon a remilitarisé, les Philippines ont remilitarisé, donc tout ça, c'est des pays qui sont très liés aux États-Unis, et la Corée du Sud a également remilitarisé. Bon, est-ce que c'était démilitarisé, la Corée du Sud? C'est quand même le Ouais, pays le plus militarisé, au mais elle est monde, allée je encore crois. plus loin. Ils Et on sent qu'il y aurait Ouais. la question un petit peu de créer un triangle entre ces trois pays, ça arrangerait beaucoup les États-Unis, mais là-dessus, eh bien, il faut solder la colonisation japonaise, d'un point Un de vue petit mémoriel. un petit quadrilatère avec la République de Chine aussi, hein, Taïwan, Oui, qui bien rentre sûr, Taïwan. dans le jeu états-unien, hein. C'est ça, l'objectif, c'est la question de Taïwan, hein, Mmh. c'est de réussir à avoir un bloc suffisamment solide pour que les Chinois ne puissent pas écraser Taïwan avant que la flotte de guerre américaine, notamment celle stationnée à Guam, ne puisse arriver dans la zone. Mmh. C'est ça le grand enjeu, d'où la nécessité, puisque pour avoir les mains libres, les Chinois devraient frapper Okinawa. Il faut que les Japonais aient également des alliés dans la zone. C'est vraiment une question de militaire, en fait, de base. Mmh. Et là-dessus, eh bien, faire la réconciliation de la mémoire coréenne, c'est une pièce de l'échiquier, sachant que la colonisation japonaise a quand même été extrêmement dure en Corée. Oui, Notamment, de nombreuses femmes coréennes ont été déportées pour servir d'esclaves sexuels dans les bordels japonais, les fameuses etc., femmes de etc. réconfort. Oui, les femmes de réconfort, qui est un thème qui a été récemment traité d'ailleurs dans le cinéma japonais. Donc, on voit un petit peu là-dessus le Japon qui commence peut-être, ou du moins la gauche japonaise qui essaye de... C'est ça qui est un petit peu un paradoxe,
Alors, la gauche japonaise, il faut bien comprendre que la gauche japonaise, ça n'existe pas politiquement, hein. C'est toujours Bah, le même parti au pouvoir depuis oui, c'est le ça, mais c'est une opposition systémique, mais c'est toujours le parti libéral-démocrate qui a le oui, pouvoir, le parti constitutionnel, on peut dire le japonais. milieu culturel japonais. Le milieu Ouais, culturel japonais a un petit peu travaillé cette question de la responsabilité du Japon dans les atrocités, commises en Corée au cours de ces dernières années. Et là, c'est plutôt la droite coréenne qui essaye de faire le travail de rapprochement. C'est un c'est paradoxe, que je trouve un petit peu réjouissant. ouais, c'est ça, c'est fort paradoxal. Alors, je reviens quand même sur la polémique en elle-même. Je vais faire mon bon défenseur, du colonialisme blanc, hein, n'est-ce pas? Occidental. Autant le côté, modernisateur. C'est un rôle de composition, hein, on est bien d'accord. Oui, tout à fait. Heu, autant le rôle modernisateur des Européens, bon occidentaux, les États-Unis, c'est le Libéria, ça vaut que dalle. Des Européens en Afrique est quand même, alors au-delà, il y a eu des exactions, hein, personne ne nie ça. Mais le rôle de modernisation est quand même assez certain avec les chemins de fer, certes tournés vers l'exportation et l'exploitation des ressources territoriales, on est d'accord, mais la construction de dispensaires, d'écoles et tout ça, bon plus frappant avec la France, c'est le cas d'Algérie. Et le cas Mmh. d'Algérie, c'était la France littéralement, c'est le département français. Après, C'était, ça peut se discuter, ça dépend au cas par cas, puisque mmh, des historiens africains, je pense notamment à Mbokolo, je pense également à un historien anglo-saxon, Bailey, te rétorqueraient que certes, l'Europe avait une modernité, notamment politique, étatique avec l'État-nation, qu'elle avait gagné un petit peu dans les soubresauts de la fin du XVIIIe siècle, mais qu'en réalité, l'Afrique et l'Asie étaient, pour de grosses parties de leur territoire, également travaillées par des processus de modernisation politique et qu'ils étaient juste un petit peu en retard et que la colonisation européenne, en étouffant ces constructions politiques dans l'œuf, a en fait retardé sur le très long terme la modernisation africaine, puisqu'on va faire une grève de l'État-nation occidental qui ne correspond pas vraiment à la dynamique démographique, à la culture de ces populations. Donc là-dessus, absolument. toujours la question de si la modernisation est un phénomène endogène ou exogène. Alors, pour le coup, je parlais plutôt de la modernisation technologique. Oui. Enfin, il aurait été totalement préférable que l'Afrique effectivement en fait, continue de se développer parce que effectivement le modèle occidental qu'on lui a imposé, de fait, est à l'origine de tous les problèmes qu'on connaît, même si la colonisation européenne a mis en pause les luttes, heu, les luttes ethniques, le temps qu'elle était là. Mais depuis qu'elle est finie, ces luttes reprennent, dès que l'État, ne se montre pas suffisamment fort, ce qui arrive dans de très, très, très nombreux cas. Non, ce que je veux dire, c'était vraiment, de manière cliché, le chemin de fer, les infrastructures portuaires et tout ça, la modernité technologique là-dessus. Et donc pour ça, heu Et et en dans le cas Corée donc de l'Asie, en Corée, je suis beaucoup moins connaisseur, mais enfin, je veux bien croire que les Japonais aient quand même apporté une certaine modernité technologique, mais la la colonisation japonaise de la Corée est quand même tardive. Elle commence à partir de 1910, je crois, où l'empire de Corée est véritablement annexé par l'empire japonais, encore sous Meiji, heu et à cette époque-là, je crois qu'ils sont déjà censés avoir le chemin de fer et tout ça. Après, peut-être qu'ils ont, aidé à développer les infrastructures, ce genre de choses, mais je crois à la fin de la guerre, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, hein, l'état de développement du territoire coréen, il est pas foufou non plus, hein. mais après là-dessus, moi je pense il y a des polémiques historiennes qui qui peuvent toujours être évoquées. Là, ce qu'on voit, c'est que le débat se cristallise sur la date de fondation de la, Corée et en fait, cette date de fondation, on n'est pas dans l'histoire, on est dans le roman national. Absolument. Faut être très clair. C'est-à-dire qu'à mon avis, les 2 positions sont toutes les 2 critiquables, peuvent être nuancées. Le gros problème, c'est quand il y a un débat politique
qui s'empare de la question de la date de fondation. Et moi, ça me rappelle beaucoup le débat qui a eu lieu aux États-Unis avec le projet. Alors, c'est parce que donc la date de fondation des États-Unis, c'est la déclaration d'indépendance. Et quand on choisit la déclaration d'indépendance comme date de fondation des États-Unis, c'est que le projet américain est celui de la liberté. Et il y a quelques années, le New York Times avait lancé un projet, c'était le projet 1669, si je me rappelle bien, où en fait l'idée c'était de dire non, la date de fondation des États-Unis c'est cette année. Pourquoi? Parce que c'est l'année où il y a le premier esclave qui arrive sur le sol américain et donc le projet américain est un projet d'asservissement. Et il y avait eu toute une campagne du New York Times sur ce projet qui avait abouti d'ailleurs à des volets de bois vert de la part d'historiens qui disaient quand même que là on était face à une réécriture idéologique. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de voir que souvent on parle de ça en Occident, on voit que ça existe aussi en Asie. Et que ça montre que, en fait, aucune date fondatrice n'est réellement satisfaisante. On crée la date fondatrice en fonction du message qu'on veut faire passer. Quand on disait que la France était née en 498, baptême de Clovis, d'ailleurs avec une erreur sur les dates sans doute, la France fut aînée de l'Église. Après, on a dit avec la dynastie capétienne, puis la Révolution française, etc., etc. Donc, il y a un jeu toujours sur la date de naissance. Et moi, je pense quand même, je trouve toujours que c'est un petit peu bizarre lorsque les médias internationaux se saisissent de ce type de débat, parce que ça montre qu'on n'est plus dans le serein et puis qu'on va appliquer un peu un agenda à tous les pays, un clivage droite-gauche qui n'a pas lieu d'être en histoire. Oui, bah après là, c'est pour le cas de la Corée, c'est vraiment une querelle historique, historiographique, avec justement ce chef de cérémonie là qui est proche, vu que j'ai lu un petit peu sur le sujet, qui est proche de la nouvelle droite justement, qui voit sous un jour positif la colonisation japonaise et tout ça, et qui veut réhabiliter. Moi, je croyais avoir vu que pour eux, la fondation, enfin la véritable date de fondation de la Corée moderne, c'est pas la capitulation japonaise, c'est la proclamation de la République de Corée, donc qui est aujourd'hui la Corée du Sud, en 1947, je crois, par Syngman Rhee, donc le premier président sud-coréen qui a viré un petit peu l'autoritarisme, pour ne pas dire la dictature. Puisque la Corée du Sud a été une dictature jusqu'aux années 80, notamment quand ils avaient organisé les JO, je ne me rappelle plus, à Séoul, c'était assez chaud. On était encore un peu sorti d'une période. Et d'ailleurs, ce traumatisme de la dictature a beaucoup été traité dans le cinéma coréen à partir des années 90. Le film qui avait un peu fait la percée coréenne, Old Boy, avec un détenu qui sort de prison pour se venger, les dates de son emprisonnement correspondent en fait à ce trou noir, à ce blanc qu'a été la dictature. Donc il y a toute une métaphore à ce niveau-là, et ça montre à quel point la Corée a beaucoup de mal à gérer son passé, qu'on est face à un régime quand même qui est toujours très autoritaire. Et il y a pas, et aussi, je pense qu'en Corée, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent s'exprimer. C'est pas du tout la même chose. C'est pas comme Patrick Boucheron qui déconstruit l'histoire de France. Il risque pas grand-chose. En Corée, il y a une très forte pression du pouvoir qui s'est accentuée ces dernières années. Et il y a très peu de personnalités publiques qui ont osé prendre la parole pour dénoncer cette droitisation de la société coréenne. Il y a le réalisateur de Parasite, son nom là, brutalement m'échappe, qui a osé le faire parce qu'il est intouchable à l'étranger. Mais il faut voir qu'il y a un raidissement de la société coréenne en ce moment. Ouais, bah c'est une société qui est sous pression par multiples aspects. On a la Corée du Nord, la Chine, tout ça, et la question aussi du vieillissement de la population, plus
le fait que c'est une société qui est quand même très exigeante, on va dire, qu'elle met beaucoup de pression sur les gens. Je crois que c'est le pays avec le plus haut taux de suicide au monde. Je sais plus si c'est chez les jeunes ou si c'est en général. Mais dans tous les cas, comme pas mal de sociétés, je pense surtout à la société japonaise, mais comme la société japonaise, c'est pas forcément une société qui va très bien. Et forcément, dans une société qui est en malaise, on a des évolutions et des dérives qui sont plus ou moins recommandables. La nôtre en est un exemple également. Ce sont des dérives qui sont différentes, mais on a quand même une évolution qui est symptomatique d'un certain malaise. Alors, écoute, je te propose de passer à une autre actualité, c'est-à-dire la variole du singe. Puisque Qu'est-ce que c'est encore que ça? C'est la prochaine maladie après la grippe aviaire, après le H1N1 en 2008, après le coronavirus, la variole du singe. Donc, c'est en fait l'OMS vient de tirer la sonnette d'alarme. Je te rassure, le Premier ministre démissionnaire Gabriel Attal a indiqué que la France était en situation d'alerte maximum sur cette maladie. Donc, en fait, il y avait déjà eu un foyer et une diffusion en 2022. Qu'est-ce que tu viens de faire? Je n'ai rien vu. Voilà. Ah, c'est le joueur de flûte de Hammond, c'est ça? C'est juste le genre de pipeau ou la flûte. D'accord, très bien. Nous sommes préparés. En 2022, cette maladie qui s'était développée dans le centre de l'Afrique avait déjà fait l'objet d'alerte, mais là on est face à, alors pas une variante, je crois qu'on appelle ça un clade, qui est potentiellement plus mortel, qui peut également plus facilement être transmis à l'homme, puisque alors que le premier touchait principalement les communautés homosexuelles, là, il semblerait, enfin, on a très peur du franchissement de la barrière des espèces, puisque cette maladie vient donc d'un franchissement de l'animal à l'homme, un petit peu comme le VIH. Comme le VIH, sauf que là, eh bien, ça pourrait aussi peut-être passer de l'homme à l'animal, ce qui peut faciliter la contagion. Et notamment le continent, qui est donc évidemment l'Afrique, est sous les feux des projecteurs, mais aussi l'Europe, dans la mesure où l'Europe a des liens assez importants avec l'Afrique, avec beaucoup de voyageurs. Et d'ailleurs, je crois que c'est en Suède que donc un malade a été observé, etc. Donc, affaire à suivre. On sent quand même que la question de la pandémie est dans l'air depuis le début des années 2000. Et donc, c'est toujours le même discours, c'est-à-dire la déforestation, les prédations sur l'environnement qui favorisent l'apparition de ce nouveau fléau. Affaire à suivre, peut-être que dans 2 mois, on sera à nouveau confiné, qui sait. C'est ça. Moi, il y a un écho de ton côté. Désolé. Ouais, voilà. Je te trouve bien prudent, mais bon, c'est normal. Moi, je vais prendre sur moi d'assumer ce que je vais dire. Mais le contexte, alors j'étais pas vivant à cette époque pour l'émergence du VIH, donc SIDA à l'époque et tout ça, mais il me semble que le SIDA, c'est aussi une maladie qui vient du monde animal. Et alors, peut-être que ce sont de fausses histoires et que je suis pas du tout à jour là-dessus, donc libre aux gens de me corriger si jamais j'ai tort, mais que le VIH ou SIDA a été transmis du singe à l'homme parce que des mecs se sont dit que c'était une superbe idée d'avoir des rapports sexuels avec des singes, et ce qui a mené du coup à une transmission à l'homme, et ensuite qui a touché à peu près tout le monde, surtout les communautés homosexuelles apparemment, mais je ne sais pas en quelle proportion c'était plus important. Et là, je ne peux pas empêcher de voir un parallèle, et j'ai envie de dire, peut-être au bout d'un moment que ce serait bien d'éviter de faire des choses que tu n'es pas censé faire avec des primates. Alors certes, ce sont des primates, mais le mieux, c'est les humains. Homo sapiens, et pas l'ordre des primates de manière générale. Mais bon,
Mais bon. Je te laisse l'entière responsabilité Peut-être que ce n'est pas ça. Peut-être que de ce n'est ces pas la propos. raison. Hein. De toute façon, malheureusement, la question de la source est quand même un petit peu dérisoire par rapport à la question de la contamination possible. Donc, Oui, la menace est là. Mais je ne peux empêcher de me dire quand même que ce serait con qu'on se tape quelque chose de potentiellement très gênant. Hein, parce que c'est des gens qui savent pas se tenir. Mais on est peut-être sur un cas comme Ebola. Hein. Écoute, tu as vu ce que c'était un pangolin. Tu aurais l'idée d'en manger. Et tu as vu où ça nous a mené. Je crois que c'était les chauves-souris. Une chauve-souris, voilà. Ouais. Donc, à un moment, il faut se dire que le monde est vaste et qu'il se passe tellement de choses. Le relativisme culturel, chaque culture se vale, tout le monde est différent. Voilà. Chacun ses valeurs, on ne juge pas. Voilà. Alors, passons à la suite. Donc, au Brésil, un avion qui s'est écrasé au Brésil. Tu peux nous en dire plus ? Exactement. Le vendredi dernier, 9 août, un accident tragique a eu lieu. Un ATR 72-500 s'est écrasé au-dessus de la ville de Sao Paulo. Alors, il s'est écrasé dans la ville de Sao Paulo, hein, sur une habitation. Il n'a heureusement fait aucune victime parmi les gens au sol, mais malheureusement, les 62 personnes à bord sont mortes. On ignore et pour l'instant toutes les circonstances de cet accident, même si apparemment les boîtes noires de l'appareil semblent suggérer que celui-ci a perdu en altitude très rapidement. Il me semblait avoir vu que l'appareil avait descendu de 11 000 pieds ou quelque chose comme ça en 1 minute, ce qui laisserait supposer une défaillance technique des moteurs peut-être ou des systèmes de vol. Toujours est-il que personne n'en a réchappé. Ça va contribuer à l'angoisse des gens qui ont déjà peur de l'avion, alors que, petit rappel, hein, l'avion est en théorie le moyen de transport le plus sécurisé du monde, avec le taux d'accident le plus bas. Je crois qu'on a une chance sur 13 millions ou des brouettes, si ce n'est plus, d'avoir un accident. Regardez les chances d'avoir un accident en voiture, par exemple. Mais bon. Après en avion, ça fait. Je pense qu'il y a quelque chose de psychologique qui fait que les gens ont plus peur parce qu'ils ne sont totalement hors de contrôle. Absolument. Tandis qu'en voiture, on se dit toujours qu'on a son destin en main. Exactement. On n'a pas le contrôle de l'appareil, on n'est pas sur Terre, donc on est vraiment à la merci, on va dire, de l'air, hein, si on peut dire ça. Effectivement, ça joue vraiment sur le fait qu'on n'est pas des créatures volantes. Hein, on est terrestre. Donc je pense que c'est assez logique là-dessus. Alors, justement, on n'est pas des créatures volantes, on n'est aussi pas des créatures faites pour vivre dans l'espace. Quoique, peut-être que l'espace est un petit peu plus accueillant qu'on ne le pensait. Elon Musk nous dira à l'avenir si jamais une de ces expéditions aboutit sur Mars ou les Chinois avant. S'il pouvait aller sur Mars et rester, celui-là. Pas sûr qu'il y aille personnellement, enfin du moins pas au début. C'est dommage. Je ne doute pas qu'il va y aller. On peut pas se cotiser pour lui proposer un ticket. On peut même mettre Kamala Harris et Trump dedans. Je pense qu'il n'y a pas besoin de se cotiser pour ça. Mais du coup, effectivement, donc on a les rapports d'une analyse sur Mars qui confirmerait la présence à entre 11 et 20 km sous la surface de Mars, la présence d'eau. Donc, on savait déjà qu'il y avait de l'eau sous forme de glace au niveau des pôles de Mars, mais la présence d'eau sous et sur Mars, même hors des calottes polaires, restait en questionnement. Et là, il semblerait qu'on se dirige vraiment vers une confirmation de la présence d'eau sous la surface de Mars, qui pourrait nous apprendre plus sur justement l'histoire de cette planète qui aurait pu autrefois être habitable. On rappelle que Mars est à l'extrémité de la zone habitable du système solaire et que malheureusement elle a perdu elle aurait perdu son atmosphère parce que son champ magnétique aurait été trop faible. Malheureusement, façon de parler,
T'imagines si elle avait gardé son atmosphère, qu'il y avait une civilisation martienne qui s'était développée parallèlement à la civilisation terrestre, sachant comme les civilisations ont toujours bon caractère, on se serait déjà entretués, ça se trouve, depuis Oui, quelques oui, il y aurait décennies. il y aurait surtout eu des micro-organismes et des microbes et tout ça, la présence de la vie à un niveau micro-organique est relativement simple, on va dire, à trouver. Ce qui est difficile à l'échelle interstellaire, c'est vraiment les formes de vie complexes, multicellulaires et ce genre de choses. Ça, c'est compliqué. On pourrait trouver des formes de vie microbiennes et tout ça, entre autres sur Europe, sur les lunes glacées des géantes gazeuses. Et là, qui sait, peut-être trouvera-t-on dans ces eaux martiennes, si on peut les atteindre un jour, des reliques d'un temps passé, tout ça. Mais Et t'imagines quand la mission chinoise, parce que ce sera les Chinois sans doute qui arriveront les premiers sur Mars, arrivent et ils découvrent sous Mars, en fait, les réservoirs d'eau des Fremen dans Dune. Ils vont contrôler les épices, on n'est pas dans la merde. Mais pour donner une idée quand même, la quantité d'eau estimée est à environ 1 miles, enfin serait capable de recouvrir la surface de Mars de 1 miles. Donc 1 miles, c'est 1 km 6 environ. Donc toute la surface de Mars pourrait être couverte de 1 km 6 d'eau, d'après les estimations de ces informations d'une expédition martienne. Donc c'est quand même pas trop mal. Je sais pas à quel point c'est par rapport à l'eau terrestre. Mais bon, nous, on triche, on a des trucs surélevés et tout, on a des continents, c'est surfait. Quoique eux, ils ont le mont Olympe, hein, c'est ça, c'est le mont Olympe qui a 14 km de haut, il me semble. Et bon, voilà. Écoute, affaire à suivre. On a l'occasion de terminer sur une note positive et d'espoir quand même, d'espérance, d'une certaine manière, pour une fois. Bon. Mais donc, bonne soirée Noah et bonne soirée aux auditeurs là-dessus. Bonne soirée à toi et bonne soirée à tous ceux qui nous regardent. Dans la dissociété des dysphories contemporaines, il faut garder son esprit critique, soutenir la zone libre, s'abonner à ses réseaux et partager